Alors depuis 1981, l'insuline qu'on trouve en pharmacie est faite comme ça. Alors c'est pas que l'insuline, hein, c'est environ 15% de la pharmacopée, hein, un médicament sur 6 qui a une autorisation de mise sur le marché, grosso modo, hein, est obtenu par technologie OGM. Euh, c'est l'hormone de croissance, c'est les anticoagulants, facteurs de coagulation, les interleukines pour soigner le cancer, beaucoup de vaccins, également beaucoup de vaccins destinés aux animaux. Et en fait, ce n'est pas toujours fait dans les cellules de bactéries, parfois c'est dans des cellules de levure qu'on est capable également de multiplier à grande échelle dans des fermenteurs en laboratoire, des cellules d'insectes, des cellules d'ovaires de hamster ou des cellules de plantes qu'on est capable de multiplier également à grande échelle dans des fermenteurs, comme des cellules de racines de tabac, de racines de maïs. Donc, entre parenthèses, ça veut dire que quand on nous dit aujourd'hui que la technologie OGM est révolutionnaire pour produire des médicaments, non, ce n'est pas révolutionnaire. Ça fait 25 ans qu'on utilise la technologie OGM en laboratoire pour faire des protéines médicaments et on n'a jamais eu besoin de mettre la pharmacie en plein champ pour autant, hein. Voilà, donc ça, c'est vraiment deux grands domaines d'utilisation de la technologie OGM, recherche fondamentale et domaine médical, pharmaceutique. Et puis donc plus récemment, ça a été introduit dans l'agroalimentaire. Alors, ça soulève des questions nouvelles, parce qu'en fait, il y a deux grosses différences entre tous les OGM dont je viens de parler, qu'on utilise depuis 30 ans en laboratoire, et puis ceux dont on va parler maintenant, c'est-à-dire les OGM agricoles. Quelle est la différence? Quelles sont ces différences? La première, eh bien, c'est que tous les OGM dont j'ai parlé jusqu'à présent sont bien sûr utilisés en espace confiné, alors que ceux destinés à l'agroalimentaire sont destinés à être disséminés dans les champs et dans les assiettes. Donc, forcément, ça va, quelles que soient les réponses, et quels que soient les a priori sur la question, ça va poser des questions nouvelles, notamment d'ordre environnemental et sanitaire, bien évidemment. Et puis, il y a une autre différence majeure avec tous les OGM dont j'ai parlé jusqu'à présent et les OGM agroalimentaires, c'est que les OGM qu'on utilise depuis 30 ans en laboratoire sont des outils, c'est-à-dire ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen pour arriver à une fin. Une éprouvette biologique en recherche fondamentale, une usine à médicaments dans le domaine médical pour l'exemple que j'ai cité avec l'insuline, hein, c'est-à-dire que ce que va chercher le patient à la pharmacie, ce n'est pas l'OGM, ce n'est pas la bactérie dans laquelle on a mis le gène de l'insuline, c'est l'insuline, c'est la protéine fabriquée par OGM. Ça ne veut pas dire pour autant que c'est formidable et sans risque, mais c'est évalué au cas par cas de manière très stricte, comme tout médicament, sur des cellules en culture, puis sur des animaux, puis sur les humains. Et c'est pas parce que ça a bien marché avec l'insuline qu'on va dire on fait un autre médicament de la même manière et puis on ne va pas l'évaluer. Non, évidemment, ça va être évalué au cas par cas. Donc c'est un moyen pour arriver à une fin, c'est-à-dire qu'on a affaire en fait à un OGM qui est soit une éprouvette biologique, une usine à médicaments, etc. Alors que dans le domaine agroalimentaire, c'est totalement différent. C'est-à-dire que lorsque l'on fait un maïs OGM, un colza, un soja, ce qu'on veut, ce maïs OGM, il va être semé comme un maïs conventionnel. Il va être cultivé comme un maïs conventionnel. Il va être récolté comme un maïs conventionnel. Et il va être mangé par l'homme ou par les humains comme un maïs conventionnel. Donc ce n'est plus un moyen, ce n'est plus un outil, c'est une fin en soi. Il est utilisé non plus comme un outil, mais comme un organisme à part entière. Alors vous allez me dire, ça change quoi? Ça change beaucoup de choses. C'est qu'à partir du moment, effectivement, où l'OGM est utilisé comme un organisme à part entière et non plus comme un outil, non plus comme un intermédiaire, eh bien, ça pose des questions nouvelles auxquelles on doit être en mesure de répondre. Et notamment de savoir, est-on, oui ou non, en mesure de maîtriser les conséquences de la modification génétique que l'on a faite sur la plante, sur le métabolisme complet de la plante et les répercussions éventuelles dans la chaîne alimentaire. Est-on capable, oui ou non, de maîtriser les conséquences de cette modification génétique sur l'interaction de la plante avec son environnement? Quand on fait une bactérie qui nous produit de l'insuline humaine, on n'en a rien à faire a priori si la bactérie n'est pas bien par ailleurs, pourvu qu'elle nous fasse l'insuline et qu'elle la fasse bien. En revanche, si on fait un maïs qui produit une toxine insecticide, on va en parler tout à l'heure parce qu'on lui a mis un gène de bactérie dedans qui lui permet de fabriquer une protéine tueuse d'insectes. Ça, c'est facile à faire, on va y arriver. La question est de savoir en quoi l'introduction du gène de bactérie dans ce maïs aurait-il pu perturber les gènes naturels du maïs, inactiver les gènes du maïs, surexprimer les gènes du maïs? Quelles conséquences ça a sur le métabolisme du maïs? Quelles répercussions dans la chaîne alimentaire? Cette toxine qui est produite par le maïs, elle va s'accumuler dans le maïs. Que devient-elle chez l'animal qui mange le maïs? Que devient-elle chez l'homme qui mange l'animal qui a mangé le maïs, ou qui boit son lait, ou qui mange chez eux, etc. C'est-à-dire le devenir du pesticide dans la chaîne alimentaire. Cet insecticide va s'accumuler notamment dans les racines du maïs. Les racines, c'est des passoires, donc il va passer dans le sol. Quelle est sa persistance dans le sol? Quels sont ses effets sur les vers de terre, sur les micro-organismes du sol, dont on n'en connaît que 5%, sur les insectes utiles, les coccinelles, les abeilles, etc. Je n'ai pas la prétention d'avoir toutes les réponses à ces questions. On a un certain nombre d'indices, on n'a pas forcément des réponses tranchées, mais ça montre à quel point
on a des questions nouvelles auxquelles on doit être en mesure de répondre et à quel point il est important de ne pas amalgamer tous les OGM, quel que soit l'avis de chacun sur la question. Que l'on soit pour tous les OGM, contre tous les OGM, pour certains ou contre d'autres, l'argumentaire qu'on est amené à déployer pour défendre notre point de vue n'est pas le même en fonction des OGM dont on parle, parce que les problèmes posés ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui m'irrite particulièrement dans le débat sur les OGM, c'est quand on amalgame tous les OGM, dans le but justement, en fait, d'utiliser notamment la vitrine médicale pour servir des arguments agroalimentaires. Alors ça marche particulièrement bien au pays du Téléthon, mais c'est extrêmement malhonnête, hein, surtout quand c'est cautionné de la part de scientifiques. Et je parle de scientifiques qui s'y connaissent en matière d'OGM, hein, je ne parle pas de Claude Allègre, qui lui s'y connaît autant en OGM que Thierry Roland dans ce classique, mais des scientifiques qui vous disent, qui savent très bien, connaissent très bien la problématique et qui utilisent sans arrêt donc l'aspect médical pour vendre leurs arguments agricoles, agroalimentaires. Ça, c'est très très malhonnête parce que les problèmes posés ne sont pas les mêmes. Voilà, donc j'ai fait un petit peu une longue introduction, mais je voulais un petit peu brosser les différents domaines d'utilisation des OGM. Maintenant, je pense qu'on va se concentrer peut-être un peu plus sur les OGM agricoles, mais c'est important de savoir, même quand on s'intéresse aux OGM agricoles, que l'on fait autre chose avec ces OGM que des plantes. Quoi qu'on en pense, parce que dans le débat, ça fait partie du débat, et si on veut justement ne pas être victime d'amalgames fallacieux hein, qui consistent à rouler les gens dans la farine pour avancer des arguments qui n'en sont pas, eh bien, il faut savoir ces aspects-là, connaître les autres aspects des OGM. On a ouvert déjà pas mal de questions. Bon, donc l'impact des OGM sur l'environnement et plus particulièrement sur l'abeille, je pense qu'on l'a évoqué, c'est la question de la rémanence dans le sol aussi que vous avez soulevé. Est-ce que vous avez réalisé des études spécifiques relatives à l'impact des OGM sur les insectes et sur l'abeille? Je ne pense pas. Moi personnellement non, parce que ce n'est pas mon activité de recherche. Mais quand je dis, là les problèmes que j'ai brossés, les questions que j'ai brossé, tout un tas de questions. Qu'est-ce qu'il en est des réponses finalement? Parce que c'est ça qui est important, c'est de dire, ok, voilà les questions nouvelles que ça pose, le fait d'introduire les OGM dans l'agroalimentaire. Mais quelles réponses on peut apporter aujourd'hui? D'abord, il faut savoir que la technologie OGM, contrairement à ce qu'on nous raconte tout le temps, ce n'est pas une technologie chirurgicale. Hein. J'ai l'habitude de dire que si les chirurgiens maîtrisaient la chirurgie, comme nous les biologistes moléculaires, on maîtrise la technologie OGM, je souhaite à tous de ne jamais avoir affaire à un chirurgien, mais là vraiment, je souhaiterais à chacun de ne pas avoir affaire à un chirurgien. Parce que non, ce n'est pas chirurgical. C'est une technique totalement aléatoire, où on ne maîtrise pas le nombre de gènes qui pénètrent dans les cellules, les endroits où ils vont s'intégrer dans les chromosomes de la plante ou d'autres choses, hein, quel que soit l'OGM. Alors on a des possibilités techniques de le vérifier a posteriori, mais ces possibilités techniques ne nous permettent jamais de savoir si on n'est pas allé inactiver les gènes de l'organisme de la plante, hein, pour reprendre cet exemple-là, ou surexprimer des gènes, etc. Donc c'est vraiment quelque chose de très aléatoire et il est impossible par conséquent de prévoir, il n'y a pas un seul scientifique au monde qui peut recenser ce que peuvent être à court, à moyen ou à long terme les retombées, les conséquences d'une modification génétique sur un organisme. Parce qu'évidemment, quand on met des gènes nouveaux dans un organisme, on introduit des ouvriers nouveaux dans l'usine, donc on fait des nouvelles chaînes de montage et de démontage, ça va interagir avec les chaînes de montage et de démontage naturellement présentes dans ces cellules, dans ces usines, et de manière absolument imprévisible. Et tous les gens qui font des OGM toutes les semaines savent à quel point on ne maîtrise pas ces conséquences-là. D'où l'absurdité de la fameuse équivalence en substance, qui est une notion retenue par toutes les instances gouvernementales dans le monde en matière d'OGM, qui consiste à dire qu'un organisme génétiquement modifié est équivalent en substance à l'organisme conventionnel à partir duquel on l'a fabriqué, c'est-à-dire qu'il ne diffère de cet organisme conventionnel que par les gènes qu'on a modifiés ou les gènes qu'on a introduits dedans. C'est une absurdité à cause de ce que je viens d'expliquer. Et c'est la raison pour laquelle les OGM ne devraient pas pouvoir échapper à une évaluation sanitaire et environnementale extrêmement stricte et rigoureuse. Or, d'autant plus, et c'est bien important de le préciser, que plus de 99%, je dis bien plus de 99%, c'est même 99,98 ou 99%, des OGM agroalimentaires qui sont donc plantés à la surface de la planète et qui font l'objet de demandes d'autorisation, donc si on continue comme on est parti, c'est encore vrai au moins pour les 10 ans à venir, sont des plantes pesticides.